Vous écoutez Lire du Dire, émission littéraire mensuelle sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3. Lire, L'-I-R-E comme colère, mais aussi comme parole qui dénonce et qui rassemble autour de la littérature parce qu'elle est le langage du monde. Alors aujourd'hui, je reçois Julien Barrette. Il est auteur, journaliste, linguiste. Il s'est intéressé à l'analyse de la performance vocale, poésie orale, le rap, le slam, le stand-up. Et il a aussi beaucoup travaillé sur la langue française en évolution. Après avoir créé 2 sites web, criticomique.com et autourdeparis.com, des podcasts pour la plateforme Magellan, dont Flow et l'atelier oratoire. Après avoir relancé avec Romain Noir la scène du chat noir, il a publié 7 livres. Alors disons-le, Julien Barrette s'intéresse au langage dans sa dimension pragmatique, c'est-à-dire au langage en vie, en usage, comme outil de communication. Dans ses derniers livres, il prend en considération une donnée incontournable et que nombre de nos contemporains font mine d'ignorer. À notre époque, la langue évolue de manière inédite. Certes, le fait qu'une langue se transforme n'est pas nouveau. Le phénomène nous a permis de passer du latin au français moderne et ces mutations ont pris des siècles et se sont opérées uniquement grâce au locuteur, parce que c'est dans son emploi qu'une langue se modifie. Mais les mutations qui s'opèrent à notre époque sont différentes. Et disons-le, cette évolution est le fait de l'appropriation du lexique par tous les locuteurs, de toutes les classes sociales et de toutes les origines. Ces constats posés par notre invité Julien Barrette ont été à l'origine de ces dernières publications. Et après avoir beaucoup écrit sur le rap et le slam, auquel il s'est intéressé comme lieu d'une poésie vivante et inédite dans le paysage contemporain, il s'est intéressé à la langue en emploi. Ce sont donc ces questions que nous évoquerons avec lui aujourd'hui. Alors bonjour Julien Barrette, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Carole, merci pour cette invitation. Alors, dans tes livres, tu parles bien la France, et c'est sur la langue française d'aujourd'hui, et l'atelier oratoire, les leçons d'éloquence de 10 pros de la parole. Tu évoques l'importance d'une bonne maîtrise de la langue, et tu soulignes les mutations subies par le français d'aujourd'hui. Est-ce qu'elles sont plus importantes que celles qui ont mené du latin au français moderne ? Non, enfin, si on considère l'évolution du latin jusqu'au français moderne, qu'on pourrait dire contemporain par exemple de Voltaire, c'est le passage d'une langue à une autre, donc c'est des mutations progressives radicales. Si tu considères l'évolution du français depuis Voltaire par exemple, je propose qu'on différencie l'oral et l'écrit, et la langue écrite jusque dans les années 50, mais pour certains, elle n'a pas changé. C'était la thèse de « Tu parles bien la France » que tu as évoquée, sortie en 2016. Chez quel éditeur ? Chez l'Harmattan. Et l'autre, c'est chez First, l'atelier oratoire. En fait, la langue écrite classique française du XXe siècle, c'est la même que celle du XIXe siècle. Ensuite, la langue orale, elle a beaucoup évolué. Et si je m'intéresse au rap et au slam, c'est en partie pour ça, bien que je les considère comme des formes poétiques constituées. Mais même la littérature a fait entrer de l'oral, du parler et aussi de l'argot et de la langue populaire depuis la fin du 19e, le début du 20e siècle. Ça commence un peu avec les frères Goncourt, enfin le souci de mettre de la langue populaire dans la littérature. Avec Céline aussi. Voilà, tu peux évoquer Céline, tu peux évoquer beaucoup d'auteurs, même Queneau. Ensuite, il faudrait faire la différence entre le parler et la langue populaire, mais ce seraient des distinctions peut-être trop élaborées pour une première réponse. En tout cas, la langue orale, elle est différente, je pense, celle qu'on parle ou celle qui est parlée en France aujourd'hui, de celle qui est écrite. La langue écrite se modifie un peu, notamment avec les romanciers, et la langue orale subit des modifications, notamment celle qui est parlée en banlieue par les jeunes, avec du gitan, de l'arabe, de l'américain, des sigles. Mais pour moi, ça reste du français et c'est pas comparable à l'évolution du latin au français.
Alors voilà, justement, ces modifications, je voulais te demander de les aborder. Et penses-tu qu'il y a un refus de la part de ceux qui s'occupent de mettre au point une norme, de considérer cette langue parlée par de nombreux locuteurs français maintenant? Est-ce qu'elle est prise en compte ou est-ce qu'elle est un peu laissée de côté? Voilà. Donc la première partie de ta question sur les changements aujourd'hui. L'année dernière, j'ai passé une trentaine d'heures avec une classe du 91 de première en lycée professionnel à Ris-Orangis. C'était des jeunes qui venaient de Grigny, de Évry, de grands ensembles de cités. Il se trouve que le 91 est censé être un peu un laboratoire de l'argot, et c'est là que se forment pour pas mal de gens pas mal de nouveaux mots, notamment il y a eu le suffixe en zer qui a été repris par Booba, mais dire la street zer pour la street, etc. Ça viendrait du nord du 91, de Courcouronnes. Il y a beaucoup de choses qui viennent de là-bas. Il y a un influenceur qui s'appelle Oplay et qui commence toutes ses vidéos par dire « quel bail vous ?» C'est le mot bail qui est utilisé, dont on ne connaît pas bien l'origine, mais qui pourrait avoir un lien avec les bails, les baux, bien qu'on dit des bails, mais au lieu de dire comment ça va, ou c'est quoi les bails, il dit quel bail vous. Donc là, il y a une modification de la syntaxe. Mais grosso modo, avec ces jeunes, on a fait un dictionnaire dans le cadre de leur oral au bac, un dictionnaire du 91, et on a intégré des mots qui sont américains, arabes, gitans, des choses qui sont des abréviations ou alors des répétitions de syllabes. Il y a plein de sortes de sources possibles de formation de ces mots et ils sont assez codés. Et si tu entends la phrase « quel bail vous », bah déjà il y a « bail » qui est un mot qui est apparu il y a une dizaine d'années, et « quel bail vous », c'est la syntaxe qui est modifiée. Et donc aujourd'hui, ça se transmet notamment par le rap, par les clips de rap, mais par les influenceurs sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur d'autres réseaux sociaux. Et il y a une langue qui évolue, peut-être un peu plus rapidement qu'avant, mais quand moi j'étais adolescent, on parlait verlan. Il y a toujours, par ailleurs, cette langue de la banlieue se propage dans les centres-villes avec une fascination qu'exercent depuis toujours, je pense, les classes dangereuses ou les voyous sur les bourgeois. Donc aujourd'hui, un jeune de 15 ans d'un lycée du 17e arrondissement va peut-être adopter des tournures de langage qu'il a entendues dans des clips de rap, de Nino ou de Caris. Et on voit émerger des nouveaux mots. Mais la structure même de la langue, en général, je pense qu'elle demeure et ça reste du français moderne, contemporain. Oui, avec la syntaxe, mais il y a aussi un changement de prononciation de certains mots. Je vois, moi, quand des gamins s'appellent Adam, il faut dire Adem. Et ça voilà, c'est des mutations qui sont pas forcément, tu penses, reprises, ou est-ce qu'elles vont imprégner la langue telle qu'on la lexicalise, qu'on la considère au niveau des instances qui sont chargées de la réguler, entre guillemets. Tu parles de l'Académie française ? Voilà, oui. Est-ce qu'il y a des instances en France qui sont chargées de normer et de donner un code que tout le monde doit suivre pour la langue ? Peut-être, mais leur rôle est léger, enfin, est peu contraignant. Il y a des commissions de terminologie, c'est l'école, mais après les dictionnaires, ils ont une vision descriptive de la langue. Et non, c'était quoi la question ? C'était, je sais plus moi-même, je disais simplement que, est-ce que ces modifications parlées par les jeunes générations, enfin, beaucoup, vont finalement finir par imprégner oui, parce qu'on sait que l'usage d'aujourd'hui, c'est la norme de demain. Effectivement, la phonétique, elle évolue, notamment, je pense, avec l'influence de l'arabe. Mais ça, il y a des linguistes, il n'y a pas encore beaucoup de choses qui ont été faites là-dessus. Il y a un linguiste marseillais qui s'appelle Médéric Gasquet-Cyrus qui lui a un peu travaillé sur l'évolution phonétique du français contemporain. Et il travaille aussi sur le marseillais en général, sur cette variante particulière du français. Et on peut dire aussi que, par exemple, les pronoms relatifs disparaissent. Tu vas pas dire « tu sais que je suis venu », tu vas dire « tu sais, je suis venu ». Direct, c'est un peu comme en anglais, ça. Ouais. Et puis, il y a d'autres formes lexicales ou syntaxiques qui apparaissent, comme une forme exclamative qui dit rien que ça bouge pour qu'est-ce que ça bouge. Et ça qui me semble calqué sur de l'arabe. Mais le fait que le français évolue, qu'il y ait
que la syntaxe un peu évolue, mais surtout que le vocabulaire change et un peu la phonétique. Je pense que c'est le principe même d'une langue. Ouais. Il y a une accélération aujourd'hui qui est, à mon avis, liée aux réseaux sociaux, mais rien de fondamentalement différent. Très bien, on va faire notre première pause. Je vais te laisser présenter Yas avec Délice. Ouais. Yas, c'est une activiste du milieu slam qui a commencé dans les... Alors slam, il faudrait peut-être expliquer ce que c'est. Les gens pensent que c'est Grand Corps Malade, mais en fait, c'est pas une nouvelle forme de poésie orale. À la base, c'est un tournoi, une scène ouverte qui permet à toutes les formes de l'art oratoire poétique d'advenir. Et sur ces scènes slam, on trouve des artistes qui viennent du rap, du théâtre d'ailleurs. Et parmi les artistes slam à Paris et qui vient de Nantes, il y a Yas, qui est une fille qui maintenant, depuis 15 ans, vit des ateliers d'écriture, mais dans son œuvre, elle a fait des disques. Et donc là, on peut entendre ce titre. Délice, Yas. Nous portons des lys à nos lèvres, des rois déchus, délicieux, fondent dans le creux de nos yeux. Leurs sceptres centaures s'écaillent dans nos bouches, avides d'ivresse en suspension. C'est le silence des rois déchus, alors que la soif se fait sentir. Nous portons des lys à nos lèvres, et nous avons encore faim de nos silences. Nous respirons ensemble, soupirons chacun dans le soupir de l'autre, une chaleur haletante appelant les désirs à s'ouvrir, comme la fleur laisse couler son nectar. Avant qu'il ne soit trop tard, nous avons l'eau à la bouche et le festin des dieux dans nos iris. Nous portons des lys à nos lèvres, nos rois déchus écaillent leurs sceptres centaures et laissent transparaître leur peau de lézard. Lézard et caméléon, César et Napoléon, l'empereur dissous dans une bouche d'amour. Sceptre centaure pleure la mort de son pouvoir centenaire. Sentir son sinistre sceptre s'éteindre, sans se douter que son scintillement sous-jacent se joue des faux semblants. Nous portons des lys à nos lèvres, et nos reines nous portent à croire que la chute du roi déchu est sans fin, et le sens à chercher, et des lys à nos lèvres, la chute sans fin, et le sens à chercher, et des lys à nos lèvres, le souffle sans tête à s'étirer, comme nos sentiments se taisent. Nos reines et nos rois déchus renaissent dans la glaise. La porte du temps
n'est pas la chute, mais la mer est sage. Vous écoutez Lire du Dire, Fréquence Paris Pluriel 106.3. Et aujourd'hui, je reçois Julien Barrette, auteur, journaliste, linguiste, qui est venu évoquer son travail sur la langue. Alors, Julien Barrette, tu as donc beaucoup écrit aussi sur le rap et le slam. Je cite le rap ou l'artisanat de la rime stylistique de l'ego trip. Le petit livre de les meilleurs punchlines du rap, écrire à voix haute, rencontre entre un poète et un linguiste autour de la poésie orale d'aujourd'hui. C'était 3 livres. Et donc, à l'inverse d'un courant dominant qui envisage sous un angle sociologique ces 2 genres de musique, tu l'as analysé et aussi la stylistique des paroles de ces textes. Et tu as comparé ces textes de rappeurs et de slameurs à ceux de certains poètes du Moyen-Âge. Est-ce que tu peux nous parler de ça, de tes recherches et de tes conclusions ? Je me suis intéressé au rap à l'adolescence, j'avais fait un mémoire à la Sorbonne et ensuite en 2008 j'ai sorti ce premier livre, Le rap ou l'artisanat de la rime, qui reprenait en partie et l'actualisait ce mémoire de 2001 où je comparais le rap ego trip, c'est-à-dire toute une frange du rap qui est constituée un peu comme une joute oratoire, une performance, un exercice de style qui parfois n'est pas envisagé, à l'inverse d'un rap dit conscient ou du message. Je considérais tout ce rap-là qui s'est beaucoup développé depuis 2001 ou 2008 et je montrais qu'il était constitué dans sa structure technique comme la poésie du Moyen-Âge. C'est-à-dire les troubadours, qui sont les inventeurs, mais il y avait des femmes aussi troubadours, les troubérites, on dit de l'amour, mais aussi de la poésie européenne. Ils ont été copiés un peu partout, notamment en France par les trouvères. Et les grands rhétoriqueurs, qui sont un peu les oubliés de la poésie du Moyen-Âge, et auxquels l'histoire littéraire française a toujours voué une sorte de mépris, qui est toujours actuel, et on en parlera peut-être dans la poésie contemporaine, c'est un mépris pour la rime. Ils ont été considérés comme des rimailleurs, des rimeurs, comme des sortes de gens qui n'avaient que pour but de s'amuser en faisant des exercices qui tournaient à vide. Et ces grands rhétoriqueurs, ils ont pratiqué constamment l'exploration formelle de la rime. Ils faisaient des rimes équivoquées. Par exemple, ornement, ou si je donne un exemple de rap contemporain de Fab, le « je persévère » façon « persévère », le faux devient vert, il en persévère. Cette forme de calembour rimé, cette forme de rime totale, elle est abondamment pratiquée dans le rap, avec une autre figure, c'est la paronomase. C'est le fait d'associer 2 termes qui sont phonétiquement proches. Mais tout ça, et aujourd'hui, on appelle ça des rimes multisyllabiques. Parce que le vocabulaire de la battle rap, aussi bien aux États-Unis qu'en France ou ailleurs, c'est un vocabulaire technique qui essaye d'explorer toutes les formes de rimes, de jeux de mots, de punchline qu'on peut trouver. Dans cette recherche de la meilleure rime, le rappeur peut être comparé, à mon sens, aux poètes du Moyen-Âge, et c'est les troubadours qui ont inventé la rime équivoquée. Et parmi les troubadours, il y en a un qui s'appelle Arnaud Daniel, qui est d'ailleurs cité dans la Divine Comédie de Dante, puisque les troubadours ont aussi influencé les Italiens. Mais ça, c'est autre chose, mais c'est drôle de voir que les troubadours de Languedoc ont influencé Dante, Pétrarque, ceux qui ont fait du florentin la langue italienne, qui eux-mêmes ont été copiés par Ronsard, et par la Pléiade, et par donc la poésie de la langue française de la Renaissance. Cette
ces recherches de Arnaud Daniel, qui était un poète donc de Languedoc, sur la sextine, par exemple, qui est une forme poétique qui est pratiquée par l'Oulipo aujourd'hui, combinatoire, qui fait à chaque fois changer l'ordre des vers d'une strophe. Ces recherches sur la rime, on en trouve des manifestations aujourd'hui. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la joute oratoire, il y a ce qu'ils appellent les tensons, les tensus, c'est les affrontements oratoires entre les troubadours. Et donc, j'ai montré, en étudiant toutes les rimes qui sont utilisées par les rappeurs. Donc, par exemple, tu as des rimes brisées qui sont coupées en deux, tu as des rimes couronnées qui se répètent comme ça, rime. Toutes ces formes-là, elles sont utilisées dans le rap. Très bien. Et du coup, la poésie des rappeurs et des slammeurs, elle se distingue de beaucoup de productions contemporaines publiées en recueil. Et donc qui sont plus facilement rattachées quand même au genre poétique. Est-ce que tu crois que c'est une sélection, entre guillemets, motivée par le souci d'entretenir ce qu'on appelle la culture, qui serait donc le lieu d'établissement d'une norme et l'élaboration d'une classe dominante autorisée à énoncer des règles. Donc, ça, ce serait presque à moi de te poser la question, en tant que tu es rédac-chef de ce grand site internet de poésie contemporaine qui essaye de fédérer tout ce qui se passe. L'établissement d'une norme, il y en a certainement une qui cherche à garder un savoir autorisé. C'est un problème de jugement social à la réception. Mais donc, en gros, moi, je considère le rap comme une forme poétique en voulant libérer les rappeurs d'une sorte d'assignation à une étiquette où ils seraient juste sociologiquement les représentants de la banlieue. Ensuite, on peut considérer évidemment dans quelle mesure il y a une parole populaire ou différente qui s'exprime dans le rap, et c'est sûr qu'il y a de la violence qui s'exprime dans le flow, et aussi du verlan et tous les nouveaux codes langagiers. Donc c'est pas normé. Non. Mais après, c'est paradoxal parce que la poésie contemporaine, elle procède d'une déconstruction qui a eu lieu avec Dada, le surréalisme, avec quelque chose de postmoderne, parfois d'abstrait. Et le reproche que je lui ferais, bien que j'en goûte les textes, c'est une certaine forme d'hermétisme, l'emploi de mots parfois très rares, qui ne sont pas des mots du quotidien. Et à l'inverse, il y aurait une poésie qui serait celle de Prévert, ou celle de la Beat Generation, ou celle du slam, qui cherche, ou toutes les formes de la poésie orale, d'une certaine manière, qui serait celle du griot, ou du majdoub, ou si on prend ou de la chanson, en fait, toutes les formes de poésie qui sont orales, elles ont un souci, je pense, de toucher directement, elles s'adressent à quelqu'un. En fait, le problème, je pense, de la poésie contemporaine, c'est qu'elle ne s'adresse pas directement, immédiatement, violemment à quelqu'un. On va faire une pause avec Rouda et on va écouter Un verre d'avance tiré de son album The French Guy. Voilà. Rouda du collectif 129H qui est quelqu'un d'assez important dans le slam aussi. Ouais. J'arrive avec un verre d'avance, avec ma nonchalance. Patron, je reprendrai un autre boc. 2-3 pesos sur le zinc et puis je lance une autre pièce pour le jukebox. Super. La chanson redémarre, commence sur un son de cloche. Les mains sous le comptoir vont gratter les fonds de poche. Le bistrot ferme tard, musique sans fausse croche. J'y suis très tôt le soir, c'est clair comme de l'eau de roche. J'arrive avec un verre d'avance sur tous mes camarades. Celui au picombière, celui avec le pied royal. Adepte des gargotes et du bar de la gare. Commande des verres d'avance car j'ai la mer à boire. Vois-tu comme je bois sur deck, je te vois nu comme la voix. Je tue le temps que je dois, vu que là je ne bois plus. J'arrive avec un verre d'avance. J'ai attendu que les grands hommes fassent de grandes choses, que nos combats soient de nobles causes, que les poètes écrivent de belles proses. J'arrive avec un verre d'avance. Un verre d'avance, je commence avant le début du couplet. Je trace de jolies balafres sur des feuilles découpées. Voici la fin du texte sans l'écouter. C'est l'art de la nuance entre gratter et raconter. La rime est dépassée, elle se prend des coups de crosse. Écrire c'est dire la vérité, qu'elle soit petite ou moche. J'ai précédé les mots, ils ont raté le coche. Ils n'ont vu que le dos d'une main gauche et d'un sac d'os. Avec un verre d'avance sur tous mes camarades, celui au verbe bavard et celui qui retarde. Je ne mélange pas les plumes avec tous vos standards. Commandez des verres d'avance car j'ai la mer à boire. Vois-tu comme je bois sur deck, je te vois nu comme la voix. Je tue le temps que je dois, vu que là je ne bois plus. J'arrive avec un verre d'avance.
J'ai attendu que les grands hommes fassent de grandes choses, que nos combats soient de nobles causes, que les poètes écrivent de belles proses. J'arrive avec un verre d'avance. Vous écoutez Lire du Dire, fréquence Paris Pluriel 106.3, et je suis avec Julien Barrett, linguiste, journaliste, auteur. Julien Barrett, donc tu dis que le rap et le slam font figure d'exception en ce sens qu'ils emploient la rime. Est-ce que tu penses pas que cette exception peut venir du fait qu'ils intègrent les parlers des classes sociales dites défavorisées ou populaires? On l'a évoqué donc voilà. Juste un tout petit peu avant. Alors maintenant, ils font plus figure d'exception. Quand j'écrivais Exception, c'était pour la 4e de couverture du bouquin de 2008. Et donc, il est plus installé dans le paysage, quoi, le rap. Alors, en fait, le rap et le slam, c'est différent. Il faudrait dire que le slam, donc, c'est juste une scène ouverte. Et c'est juste vraiment une possibilité qui est donnée à toute personne qui veut dire de la poésie de le dire. Il a été inventé par Mark Smith en 1984-86 à Chicago, précisément dans le souci de renouveler la soirée poésie traditionnelle qu'il jugeait un peu soporifique, en faisant en sorte de faire intervenir les arts de la performance et incarner le texte pour toucher les gens. Le rap, lui, c'est un genre musical constitué, codé. C'est beaucoup plus précis que le slam, et c'est à mon avis plus dur à faire puisque le flow doit être posé sur une instru et qu'il doit y avoir une musicalité supplémentaire. Et par ailleurs, c'est un peu la double peine puisque les rappeurs sont moins bien entendus par la société qui a peur de la violence du rap. Et pourtant, il y a un effort supplémentaire qui est fait sur le flow. Mais si on considère la singularité du rap, je pense que c'est la rime dans ce territoire contemporain de la poésie, de la littérature, de l'art, parce que c'est le retour à une poésie première, à une poésie orale, avec ces deux fondamentaux que sont le rythme et la rime, donc une parole qui est scandée avec des anaphores, avec des rythmes, avec un battement de mesure, ou des alexandrins, des décasyllabes qui ont été abandonnés majoritairement par la poésie contemporaine, et des rimes également abandonnées. Ensuite, oui, c'est aussi le lieu d'expression d'une parole parfois violente, outré dans sa forme et qui va faire surgir une parole du terre-terre, comme on dit, du terrain, donc parole populaire, brute. Mais ça, c'est maintenant aussi le fait de la littérature depuis Céline et puis depuis la littérature, les romans populistes d'Eugène Daby et tout un courant aussi depuis les années 30. Justement, ça peut être l'objet d'une interrogation supplémentaire. Pourquoi est-ce que les slameurs et les rappeurs sont... leur parole est quand même un peu le bastion, le dernier lieu d'une parole engagée, vraiment, consciente des enjeux sociaux et révoltée et engagée, qui prend position en poésie, je veux dire. Hein. On reproche beaucoup au rap aussi de ne plus être ça qu'il avait été. Il y a beaucoup de gens qui disent le rap il s'est vendu, c'est juste du commercial, c'est juste de l'autotune, donc ce modulateur de voix, et qui reprochent au rap de ne plus incarner cette révolte qu'il a de tout le temps incarné, mais de tout temps il a aussi été l'expression d'autre chose. En ce qui concerne très précisément l'usage du terme engagé,
J'y souscris pas trop et je m'inscris dans l'affiliation d'Aragon. Il y a une vidéo qui est géniale sur Internet où il répondait quand on lui posait cette... En fait, ça vient de Sartre, l'idée d'intellectuel engagé. Et il disait j'ai jamais été engagé à aucune Saint-Valentin. J'ai pas besoin d'un adjectif nouveau pour dire que j'écris ce que je pense. Et j'en parlais à Charles Berling, que j'avais invité dans mon podcast Flow sur Magellan. Et c'était exactement pareil. Il disait même, je sais pas, mon cul sur la commode, c'est du théâtre engagé. Donc je le prends vraiment, je comprends très bien ce que tu veux dire, mais je le prends à façon linguiste un peu au sens propre. Pour moi, toute parole est engagée si elle est dite. Et le lieu d'une parole authentique, c'est le rap, mais je pense que cette parole, elle existe partout. Et par ailleurs, on reproche au rap de ne plus porter cette révolte. Alors on va faire notre pause avec Faisal, la balade en sourde oreille. Voler entrebâillé, ne veille que d'un œil, surveille sans bailler. Merveilles et deuil, des messages floutés. Une vie, 1000 leçons, un par-vibre-son. Passage clouté, le temps passe. Les compères, les impasses qu'on tempère en un tour de passe-passe où sentiments purs font châtiment dur, où tout ça s'endure gentiment. Des allées sans retour, bien définies, du rien à l'infini, ça valait le détour. Les coups, la foudre, le génie, ces éclairs, les énigmes à résoudre. Tout s'éclaire, père de Cortés par ailleurs. Hors de leur thèse, demain l'espère meilleur. Loin des cœurs en fer, au départ gracié. Quelque part d'enfer, quelque part massier, un collage. Que s'étendent les minutes, eux, ils attendent ma chute. J'attends le décollage, sous la lune, n'entends plus tout en mute. Sans rancune me détend, chute baladant sourde oreille. Sur des routes célestes, sous des voûtes sans pareil, de mes doutes me délestent. Escalade de silence, quelques murs à l'écoute, baladant sourde oreille. Sur des routes célestes, sous des voûtes sans pareil, de mes doutes me délestent. Escalade de silence, quelques murs à l'écoute, baladant sourde oreille. Des instants volés, de 3 roues au vélo. Dans tout ce mélo, distant voulait m'envoler. J'ai roulé, crevé, ma routine des rétines. Sans rustine, me suis relevé, enjambé. Tout ce qu'ils nous promettent, des plans B. Tirés sur des comètes, des traits sur des figures. Différents dessins, différents augures. Filature, rature du hublot, des portraits, des tableaux, abstraits et le futur. Clair-obscur, où des ombres blanches survécurent. À la pénombre étanche capuchée. Douceur dans l'écouteur, penseur à toute heure, dans où j'ai trébuché. Un pied dans l'espace, une balle dans l'autre me retourne. Des rapaces, des apôtres, tournent à droite au feu. L'ordinaire en extra, le ternaire en tétra. Squatte un peu, des marches bien trop hautes, lunaires. Des marches d'astronautes loin dans l'imaginaire. Baladant sourde oreille, sur des routes célestes. Sous des voûtes sans pareil, de mes doutes me délestent. Escalade de silence, quelques murs à l'écoute, baladant sourde oreille. Sur des routes célestes, sous des voûtes sans pareil, de mes doutes me délestent. Escalade de silence, quelques murs à l'écoute, baladant sourde oreille. Vous écoutez Fréquence Paris Pluriel, 106.3. Je suis avec Julien Barrette, linguiste, journaliste, auteur, qui est venu évoquer avec nous la langue française, la poésie, des slameurs et des rappeurs. Alors on parlait de paroles engagées entre guillemets, c'est-à-dire de lieux d'énonciation d'une parole populaire, d'une conscience populaire. Est-ce que tu penses pas qu'il y a une scission entre le monde de la poésie tel qu'il aime s'énoncer, se nommer, s'auto-nommer, proclamer, et le monde des slameurs et des rappeurs?
Si, c'est une question qui me fascine depuis toujours, que j'ai évoqué dans Écrire à voix haute, que j'ai fait avec Souleymane Diamanka, donc qui est un poète qui est maintenant édité. Il était numéro 1 des ventes sur Amazon. Alors évidemment, Amazon n'est pas forcément un bon repère pour nos libraires, mais en tout cas, il a été édité par Mabankou. Il est passé du slam. Parce qu'il y a une autre question la question qui se pose, c'est celle de la littérature ou de la poésie orale, celle qui est dite, celle qui est proférée, performée, et celle qui, à mon avis, demeure sur la page un peu figée. Mais il y a des slammeurs qui arrivent à passer de l'autre côté et qui arrivent à être publiés et invités dans les festivals de poésie. Mais effectivement, ça me fascine, cette distinction, cette séparation, qui ne touche pas uniquement, en fait, la poésie telle qu'elle s'autoproclame et s'autodéfinit séparée du slam, mais qui touche tous les milieux de l'art oratoire. Avec Romain Noua, on a relancé la scène du Chat Noir, et nous, on veut réunir tout le monde, on veut faire venir... Il y a Jean-Pierre Bobillot qui est venu la dernière fois, qui, lui, incarne la poésie sonore, ou qui a fait tout un colloque... là-dessus, et qui pointe aussi cette distinction. Alors, le Chat Noir, c'était un cabaret à la fin du 19e siècle à Montmartre, où il y avait justement cette poésie de cabaret, cette poésie orale, avec des chansonniers, Aristide Bruand, mais aussi avec des gens qui étaient quasiment des rappeurs. Quand on prend Jean Rictus, Les Soliloques du Pauvre, c'est ultra violent. Et là, c'est une parole populaire engagée. Donc, il n'y a pas que ça, il y a les conteurs. Ils se retrouvent dans des soirées à Paris que entre conteurs. Et je suis allé les voir et j'ai fait un article pour mon site Critique Comique sur une soirée de conteurs. Et j'imagine qu'il y en a une 50aine, amateurs ou professionnels à Paris. Ils se connaissent tous, ils se réunissent. Il y a des clowns qui se réunissent. Alors là, c'est plus dans des spectacles ou dans des festivals. Mais il n'y a pas trop de conteurs ni de clowns sur les scènes de slam. Donc tout ça, ça constitue une sorte d'atomisation, de satellites, de chapelles distinctes qui ne parlent pas. Et en ce qui concerne la distinction entre la poésie instituée et la poésie orale slam, j'en ai parlé beaucoup avec Souleymane Diamanka. On était à Étonnant Voyageur en 2011, au festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo. Et là, il y a les deux qui sont réunis, à la fois des slammeurs et des poètes. On a discuté avec Jean-Pierre Verhegen, on a discuté... avec un certain nombre, avec Jacques Darras, avec Yvon Lemaine. Il y a eu Julien Blaine, qui est un sacré... Oui. Ouais. Lui, c'est de la poésie sonore, plutôt. Mais alors, on prenait le cas de Jacques Darras et Yvon Lemaine. En fait, ils étaient en train de se dire, en gros, comment ça se fait que Grand Corps Malade, il remplit des zéniths ? C'est ça la question. C'est la vraie question. Et c'est quoi la réponse ? Elle est tellement simple. En fait, Grand Corps Malade, il s'adresse aux gens et il utilise cette chose complètement désuète qui s'appelle la rime. Et que la poésie considère... Mais des gens très sérieux de l'ouvroir de littérature potentielle disent que, enfin, c'est léger, voire inconséquent, de considérer aujourd'hui la poésie dans son histoire en méprisant la rime. Je veux dire, ça, c'est pas sérieux, à mon avis. Il faut s'adresser aux gens et mettre en forme son propos de telle sorte qu'il soit recevable sans faire d'efforts surdimensionnés. Alors, évidemment, il y a une poésie hermétique, mais ça, depuis les troubadours. Il existe différents types de poésie. Trobar-clous, ça s'appelait, fermée sur lui-même ou ouverte. Et la chanson, c'est de la poésie populaire accessible. Mais c'est ça, en fait, le slam, ça se rapproche finalement de la chanson. Et Grand Corps Malade, aujourd'hui, c'est un chanteur. Et malheureusement, les poètes, peut-être parce qu'ils ont une sorte de recherche d'alchimie du verbe ou de trucs post-romantiques, de l'indicible, c'est très intéressant, mais c'est rarement communicable aussi facilement qu'une parole rap ou slam. Justement, on va faire notre pause avec Vince Anao et sa chanson « Balade-moi ». Tant que nous aimerons provoquer les larmes mais pas les voir couler, je te dirai « Balade-moi bébé, balade-moi, balade-moi ». à petits pas, balade-moi bébé, propose-moi ces escales, bisous bisous,
Ces petits mots, tous ces sourires qui s'oublient sous prétexte qu'on s'essouffle. On n'est pas à bout de l'esbrouf, je veux plus attendre les secours. Que les pas mais la triomphe, on pariait pas là-dessus. Aujourd'hui la pudeur c'est la honte, l'amour est en jupe courte. Et tapine au mois d'août, un faux brasier bradé par les poids lourds de la mode. On s'y met bof, mais on critique celle qui nous excite. On ne sait plus trop qui écouter, on n'aime pas quand la note s'exhibe. Les grands garçons s'expriment à la vue de haut talons et string. Mais la trique dans le Lévis plaira-t-elle à ces meufs en pantalon sexy? Blanche colombe, on aime le cul et plus trop l'innocence. Le QI c'est pas mal, mais on veut juste plus contrôler nos sens. Pardonnez l'offense, non. J'ai pas voulu mon rang, c'est que je suis qu'un homme et que j'ai perdu mon ange. Mes consents me rassurent, ça leur est déjà arrivé. On s'en sort par les 100 pas ou par une signe et des poignées ou pièces au plantage. Si jamais ne remplace celle pour qui t'en pince, tu l'appelles, tu te fais mal, tu l'embrasses. Balade à petits pas, balade-moi bébé. Mais je connais le pays des promesses, m'emmène pas là-bas. J'oriente la barre, peut-être bien que c'est l'âge, oui j'avoue. Mais je suis paumé entre Marc Dorcel et les romans glamour. La peur du célibat nous frappe, c'est dans la culture. La même qui te mène à croire que tu tues quand t'enchaînes les plans cul. Si j'écoute ma nature, je dirais que si un beau matin on apprécie le réveil, le temps des roses remplacera le baratin. T'as vu c'est si vite dit, d'ici là je dois zapper le trip, vie, la piscine et femme idéale. Quoi qu'au fond de moi j'en veux pas, le conditionnement des familles Coca-Cola. L'animal mâle rêve de coït avec des mycolis, mais sa morale le chuchotera à l'aube qu'il a trop déconné. Craignant l'infidèle, il a signé pour la vie. Une femme pas mal, un peu maline et juste un peu coquine au lit. T'as peur de ces conneries, les papillons commencent à prendre peur des schémas types. Génération libre, on apprend un peu à faire nos vies, à assumer qu'on kiffe, séduire, sourire puis se dire j'aurais pu, j'aurais pu, j'aurais pu, j'aurais pu. J'aurais pu, j'aurais bébé, balade-moi, balade-moi, balade-moi bébé, balade-moi, balade-moi, balade-moi bébé, balade-moi, balade-moi. Balade à petits pas, ouais c'est ça bébé. Mais je connais la chanson, parle à mes soupçons s'il te plaît. Que vaut le dicton, profitons de ce qu'on a à vivre tant qu'on a des choses à se dire et l'envie de s'arracher nos habits. Bon, on apprécie tant ces moments du début, percer les secrets d'une bulle, les yeux pétillants. Si ce peut des temps nous tue puis qu'on succombe à l'habitude, c'est qu'on n'aura plus qu'à se quitter mais on l'aura vécu. C'est ce qui compte enfin, c'est ce que tu m'as dit. J'y avais cru quelques secondes et j'étais trop naïf. Faut que j'écoute ce que je rate, sinon c'est le coup de pompe. Après le faux coup de foudre, après faut beaucoup de courage pour tout recoudre. C'est pas tout de faire des bouts de chemin, s'il faut les rebrousser plus tard. Mais j'y crois de surcroît, je peux pas retrousser que des poutards. Putain, plus qu'un jour avant de la voir. Je viens de la voir en ligne, je vous raconte pas l'effet que m'a fait sa voix. La suite je sais pas, mais je vous la ferai savoir ou pas. Vous écoutez Lire du Dire, Fréquence Paris Pluriel 106.3 et je suis avec Julien Barrette qui est linguiste, auteur, journaliste et qui est venu nous parler de la poésie, de la langue française et du slam, du rap. Et on était en train de se poser cette fameuse question, qu'est-ce qui fait qu'il y a quand même deux univers quand même entre la poésie, j'ai envie de dire institutionnalisée, ça c'est un vilain mot, mais est-ce que voilà, c'est de la poésie ou c'est pas de la poésie? Qu'est-ce que c'est que la poésie, Julien Barrette? Voilà la question. À mon avis, en tout cas, ce qui m'intéresse personnellement, c'est de retourner aux sources ce serait presque à la Paul Valéry, dans une démarche de poétique. Mon dernier livre qui sort, qui vient de sortir donc le 27 janvier, c'est Parler avec style et c'est un art poétique contemporain. Et l'épigraphe, c'est celle de Paul Valéry. L'œuvre de l'esprit n'existe qu'en acte. Paul Valéry, il considère, je pense, toute l'histoire de la poésie depuis le début. Et la poésie, enfin, il y a 10 000 questions, je pense que tu pourrais en donner beaucoup aussi, des réponses à qu'est-ce que la poésie. Moi, j'ai pas de. Si on commence moi, je pense que si on commence à donner une définition, elle est foutue, la poésie, non? Tu crois pas? Ouais. C'est la liberté, finalement. La liberté du langage, toute première, fondamentale liberté. C'est qu'on essaie de libérer le langage de son... Moi, je reprendrais aussi la racine grecque poienne. Ah ouais. Pour moi, c'est de la fabrication. Ouais. Il y a en fait cet aspect
technique m'intéresse. Et d'ailleurs, je suis très très nourri par les surréalistes et il y a toujours cette oscillation permanente entre la poésie pure, avec le hasard dans sa liberté complète, et une forme de rhétorique. Le traité du style d'Aragon, qui est un livre incroyable, publié en 1928, mais d'une actualité folle, il oscille comme ça entre la technique et la liberté. Et je pense qu'il faut connaître l'histoire de la poésie, il faut savoir écrire un sonnet, des haïkus, pour reprendre une tradition japonaise. Et moi, j'ai vraiment envie de repartir du Moyen-Âge, parce que la langue, si on veut comprendre, en tout cas, parlons de la langue française sans vouloir restreindre la définition de la poésie. Si on veut comprendre de quoi procède la langue française, de quoi elle retourne, ce qu'elle implique, quelles sont ses formes, il faut revenir à la naissance de cette langue française qui vient notamment du latin et est influencée par l'occitan et par les troubadours. Et toutes ces formes poétiques médiévales, on s'en est petit à petit défait, mais il y a des choses qui sont très modernes chez les troubadours. Et de toute façon, pour moi, tout est dans Rimbaud. Ouais. Tout ce qui a précédé Rimbaud est dans Rimbaud, Victor Hugo, ou même de la poésie latine versifiée. Et ensuite, même les surréalistes sont déjà dans Rimbaud quand ils parlent d'un salon au fond d'un lac ou de Jeu est un autre. Et je conseille à tout le monde d'acheter le folio à 3 € avec tout Rimbaud. Tout Rimbaud. Ouais. Très bien. Et donc, au cabaret du Chat Noir, que vous avez repris et ouvert une scène poétique, tu m'as dit un peu les invités que tu recevais, et votre ambition, c'est donc de réunir tous ces univers. Ouais. Je suis un peu véhément à certains moments dans mon propos, mais au Chat Noir, c'est différent. On est vraiment totalement ouvert, parce qu'en fait, c'est une scène ouverte. Tu peux nous donner l'adresse d'ailleurs ? Oui, en fait, c'est pas le Chat Noir lui-même qui existe aujourd'hui dans un des 3e lieux qui n'a pas hébergé le Chat Noir. C'est la cantine du 18, rue Ramet, dans le 18e arrondissement, qui nous accueille le 3e mercredi de chaque mois. Donc là, c'était mercredi 19 janvier. Ensuite, c'est mercredi 16 février. Et chaque fois, au milieu, vers la fin du mois, le 3e mercredi, vous venez à la cantine du 18e et c'est ouvert. C'est gratuit, on a une grande salle au sous-sol, et là on accueille tout le monde, et on a des gens qui rappent a cappella ou sur instru, mais la plupart des gens donc disent des textes de poésie a cappella, ils viennent des scènes slam, mais il y a aussi des gens plus âgés qui viennent de cercles poétiques montmartrois. Il y a une dame qui est le maire de la commune libre de Montmartre, par exemple, mais on a eu Souleymane Diamanka, donc avec qui j'ai écrit le bouquin, un écrivain de l'Oulipo, Olivier Salon, qui a fait un certain nombre d'exercices de style, notamment des paréchèses. Les paréchèses, c'est le fait de mettre que la même syllabe dans un texte. Si vous faites un texte en paréchèse et vous mettez, comme Queneau faisait dans ses exercices de style, un bus qui transbahutait au bustérieur, etc., si vous incluez des syllabes qui sont un peu fortes et que vous énoncez votre texte, vous allez forcément toucher les gens. C'est pour ça qu'à mon avis, la rhétorique a un intérêt, tel que je l'utilise pour analyser en fait la parole. C'est qu'on peut trouver en fait sinon des recettes ou des trucs, du moins des sources d'inspiration pour écrire quelque chose, une parole qui ait un impact sur l'oreille. Voilà, c'est ça. Un impact et qui puisse créer un partage et un partage plus que de paroles finalement. Hein. La question de la poésie orale, elle a été traitée par Paul Zumthor, et en fait, c'est un nous. Il y a pas dans une scène slam, il n'y a pas de distinction entre celui ou celle qui parle et celui ou celle qui écoute le public. Et c'est le cas, je pense, c'est dans son introduction à la poésie orale qui dit ça, et tout ce qu'il a fait sur la poétique médiévale. Il n'y a pas de différence chez le griot en Afrique, dans les traditions de l'oralité populaire. C'est un nous, en fait. Il n'y a pas une singularité d'introspection romantico échevelée. C'est une parole du nous qui est dite par quelqu'un qui représente les autres. Et quand je parlais avec Grand Corps Malade, parce que j'interviewe un certain nombre de gens pour essayer de saisir la formule ou quels sont les procédés qui permettent de toucher les gens, c'est souvent, lui, il dit qu'il va utiliser des mots, mais c'est ce que font les stand-uppers aussi, des mots qui touchent tout le monde. Des mots, je sais pas, du vocabulaire d'un champ lexical ou d'un chant qui parle à tout le monde. Alors on va faire une pause avec Yass.
Trésor chéri, des morceaux que tu m'as envoyés et qui touchent tout le monde, effectivement. Et il y a quand même une très belle langue dans ces textes. Hein. C'est vraiment une poésie mise en rythme. Voilà, donc on écoute Yass. Où es-tu, trésor chéri, cher guerrier de la vie? Je te chéris, trésor, comme on chérit la vie face à la mort. C'est un peu comme un conte d'horreur. Au début, ça fait peur. On ferme les yeux pour ne pas savoir. On n'est pas malheureux dans le noir. On sera un jour heureux. On a bon espoir. Les images sont brutales et vous sautent à la gorge. Violence fétale, fatale et rafale de balles. Mieux vaut prendre le large, faut pas devenir barge. Et puis dans quelle direction, de toute façon, il faut faire front. Qui sont les faux frères au fond? Amour, faussaire, faussette au charbon. Si même les grands rêveurs ont peur, comment finit le conte d'horreur? Si même les grands rêveurs ont peur, comment finit le conte d'horreur? Combien sont morts pour moins que ça? Où es-tu, trésor chéri, cher guerrier de la vie? Où es-tu, trésor chéri, cher guerrier de la vie? Les sirènes chantent déjà le générique de fin. À notre époque, pas de morale au conte d'horreur. Seulement le bruit des balles, du vent par rafale et de gigantesques fleurs. De grandes iris monstrueuses, comme des chars d'assaut, viennent prendre Isis malheureuse sur son bateau. Un conte d'aurore oblique, pour un générique de fin onirique. Le conte d'horreur touche à notre fin, pour un monde meilleur, trésor. Je cherche ta main, pour un monde meilleur, trésor. Chérie, les morts chantent avec nous. Chérie, je deviens fou. Chérie, les morts chantent avec nous. Chérie, je deviens fou. C'est ce trésor d'amour qui me remplit. C'est bien trop lourd. C'est bien trop lourd pour le laisser prisonnier. C'est lourd comme une sirène assourdissante. Je deviens sourd au monde chaos. Je suis l'amour dans une goutte d'eau. Je deviens sourd au monde chaos. Je suis l'amour dans une goutte d'eau. Et puis l'océan déborde sur les terres. Comment stopper l'élan de mes hordes guerrières? Comment stopper le chant de ma corde sorcière? Ces sirènes transperçant mes tympans, comme les talons des militaires pavés battants. J'en ai bavé, pas vous, mon amour? Alors Julien Barrette, on évoquait le partage sur la scène du Chat Noir, la poésie. On se disait qu'on ne peut pas définir évidemment la poésie. Et la poésie en recueil, alors est-ce que tu penses qu'elle est prisonnière de quelque chose? Est-ce que la poésie, c'est une parole orale, écrite? C'est quoi si on ne peut pas la définir, est-ce qu'on ne peut pas essayer de voir un peu où est-ce qu'elle s'exprime? Je ne pourrais pas définir cette poésie en recueil, et ce serait trop réducteur de ma part. J'imagine qu'elle est, tu la connais bien. Dans Recours au poème, tu l'as fait advenir dans sa multiplicité. On a fait une émission d'ailleurs sur le slam et le rap, un numéro sur le slam et le rap. Ouais. Ce serait difficile. J'imagine qu'elle est multiple. À mon avis, ça c'est la définition ancienne de la poésie ou du style.
Alors déjà, Ouais. ce serait la même chose, donc c'est bizarre. Ce serait un écart par rapport à la langue commune, où ce serait un régime de langage qui n'est pas là pour communiquer ou pour être immédiatement utile, mais dans sa fonction poétique, comme disait Jacobson, ou dans une expression de la singularité et du jeu, du moi. Mais donc là, on a une définition romantique, C'est ça. post-romantique. Il faut qu'on arrête les définitions. En tout cas, moi, ma définition, elle est simple, elle est technique. Pour moi, c'est du travail. Pour moi, c'est de l'artisanat. C'est pour ça que j'avais appelé ça le rap ou l'artisanat de la rime. En tout cas, au Moyen-Âge, c'était plus simple. On disait, tu fais un sonnet. Sonnet, c'est une forme qui vient un peu des troubadours et qui a été faite en Sicile par Jacopo d'Alentini, mais c'est un peu... En tout cas, c'est la forme qui a parcouru toute l'histoire poétique depuis le Moyen-Âge. Et d'ailleurs, c'est bizarre qu'aujourd'hui, les gens passent une agrègue de lettres et ils écrivent même pas un sonnet. Ça, c'est tout mon propos sur la rhétorique et l'art oratoire. Et comment la définir, c'était plus simple avant. Maintenant, on peut plus, en fait, la définir. Depuis Duchamp, comment est-ce que tu veux définir l'art ? C'est un sentiment à la réception. Mais moi, je voudrais redonner une forme de nécessité ou de définition possible à la poésie qui nous permette pas d'en faire une sorte de truc académique, mais simplement de la partager à travers des ateliers d'écriture, de trouver des dispositifs pour comment faire une image surréaliste. Une image surréaliste, c'est Aragon qui dit dans Le Paysan de Paris, en décrivant la nuit est comme un monstre immense de tôle percé 1000 fois de couteaux. Parce que c'est nouveau, on n'a pas dit que la nuit était un monstre, ni de tôle, ni percé 1000 fois de couteaux. Et j'emmène les gens dans des balades la nuit au but de Chaumont pour faire des ateliers d'écriture surréalistes. Et je pense que tout le monde doit proposer sa propre définition de la poésie. Et moi, ce qui m'importe, c'est l'ayant identifié, caractérisé, je pense que ce sera plus facile de la partager et de la définir et de la partager. Et tu peux juste, pour finir, nous parler de ton dernier livre, Parler avec style, paru chez... Tu peux me dire, j'ai enlevé mes lunettes. Chez Édition First, en anglais. Pas les en anglais. C'est l'adaptation d'un podcast du même nom, du même titre en français, Parler avec style, qui consiste pour moi à faire un truc, une forme qui parcourt toute l'histoire de la poésie, mais qu'on a oublié, toute l'histoire de la langue française, toute l'histoire de la langue du latin jusqu'à nous. C'est un art poétique. C'est-à-dire, on n'a pas cessé dans l'histoire. Du Bellay écrit la défense illustration de la langue française. Boileau fait son art poétique du XVIIe siècle très classique, en voulant avoir une pureté de la langue, mais on a des arts poétiques. D'une certaine manière, les exercices de Queneau, les exercices de style, c'est un art poétique. Alors moi, j'ai voulu dire d'une façon vulgarisée, puisque ce mot me plaît finalement, j'ai voulu donner ma vision de la langue à tout le monde de la manière la plus accessible possible. Je me suis inspiré aussi bien de Marguerite Duras que de Booba, de la tragédie du XVIIe siècle, que des discours de Cicéron, pour essayer de constituer un art poétique actuel de 2022 qui prenne en compte justement cette langue qu'on a évoquée au début, qui évolue très vite avec du verlan, avec des sigles, avec des emprunts à l'arabe, au gitan, à l'américain. Et en même temps, il ne faudrait pas utiliser ce « en même temps » qui fait penser à Macron, mais simultanément ou dans le même mouvement, tu peux éviter, voilà. De penser, je voudrais penser vraiment l'ultra-contemporain et la tradition qui fonde la langue française au Moyen-Âge et qui fonde la rhétorique chez les Grecs et chez les Latins. Très bien. Et donc, tu as des projets après ? Ouais, j'en ai plusieurs. Et il y en a un, ça consiste à raconter l'histoire d'André Breton à Pantin. J'ai grandi à Pantin, à 50 mètres de là où André Breton est né. Et ça, c'est prévu, j'ai les dates d'ailleurs. C'est une balade qui va avoir lieu à Pantin. Vous pouvez trouver les places sur le site exploreparis.com. J'emmène les visiteurs sur les pas d'André Breton, sur son enfance, et c'est un atelier d'écriture. Ah, super. Et donc ça a lieu 2 fois, samedi 19 mars à 15h30. Ah, super, merci beaucoup. Ça donnera un livre après. Superbe. Merci beaucoup d'être venu pour nous parler de toutes ces choses merveilleuses. Voilà, merci Julien. Merci beaucoup, Carole Mesrobian.